L'histoire s'intitule L'aventure de Monsieur Eastwood. Monsieur Eastwood regarda le plafond, puis il abaissa les yeux vers le sol. De là, son regard remonta lentement vers le mur, de droite et retomba sur la machine à écrire. La feuille qui y était glissée ne comportait qu'une ligne, un titre écrit en majuscule. Le mystère du deuxième concombre. Anthony Eastwood en était sûr, le lecteur serait aussitôt intrigué. De quoi peut-il s'agir? Se dirait-il un concombre? Deux concombres? Je dois lire ça. Et il en serait enthousiasmé, charmé. Quelle aisance déployée par le roi du roman policier. Quel intérêt suscité aussitôt par ce modeste légume. Tout cela, c'était très beau. Anthony Eastwood savait mieux que personne ce qu'était un roman. À son avis, toute œuvre comporte des données essentielles, un titre et une intrigue. Le reste n'est que routine. Parfois le titre fournit l'intrigue et dès lors, tout est facile. Mais en l'occurrence, le titre ornait le haut de la page sans que se profilât l'ombre d'une intrigue. Anthony Eastwood chercha de nouveau l'inspiration au plafond, sur le parquet, sur le papier des murs, en vain. Rien ne vint. « J'appellerai mon héroïne Sonia, » dit Anthony. « Sonia ou peut-être Dolores. Son teint sera de la pâleur de l'ivoire. Ses yeux auront la profondeur insondable des grands lacs. Le héros s'appellera George ou John, un prénom bref, typiquement anglais. Quant au jardinier, il en faudra un pour s'occuper de ce sale concombre, il sera écossais et très inquiet au sujet des premières gelées. » Cette méthode, qui réussissait parfois, ne donnait rien ce jour-là. Anthony voyait très bien Sonia, George et le jardinier, mais ceux-ci ne manifestaient aucune disposition à entrer en action. « Évidemment, je pourrais prendre une banane, » songeait Anthony morose, « ou une laitue, ou encore un chou. Tiens, un chou de Bruxelles. Un sinistre baron belge. » Un instant, une lueur parut éclairer les ténèbres, puis elle mourut d'elle-même. Le baron belge refusa de se matérialiser, et Anthony se souvint brusquement que concombre et première gelée étaient incompatibles. Les remarques humoristiques du jardinier écossais n'avaient plus de raison d'être. Et puis, zut, dit Eastwood. Il abandonna sa table, saisit le Daily Mail. Peut-être avait-on assassiné quelqu'un de façon propre à fouetter l'imagination d'un auteur en pleine inspiration. Mais les nouvelles étaient consacrées à la politique intérieure et étrangère. Dégoûté, Eastwood laissa tomber le journal. Il prit un volume qu'il ouvrit. Les yeux fermés, il promena son doigt sur un feuillet et l'arrêta au hasard. Le destin avait choisi le mot « mouton ». Aussitôt paré de couleurs brillantes, toute une histoire se déroula devant les yeux du romancier. Une jolie fille, l'esprit un peu dérangé par la mort de son amoureux, tué à la guerre, garde des moutons dans les monts d'Écosse, et revoit le fiancé mort. Les moutons au clair de lune, la jeune fille morte étendue dans la neige, et les marques de pas de deux personnes. C'était une très belle histoire. Anthony l'abandonna avec un soupir. Son éditeur ne voulait pas entendre parler de ce genre de récit, si beau fût-il. Ceux qu'il réclamait, il les payait même fort honorablement, devaient parler de femmes aux cheveux sombres, poignardées en plein cœur, de jeunes héros injustement soupçonnés, et du coup de théâtre provoqué par la découverte du vrai coupable, celui auquel personne n'aurait songé, grâce à des faits parfaitement inattendus. Bref, le mystère du deuxième concombre. Et il y a une chance sur 10 pour qu'il change mon titre et le remplace par une idiotie du genre « tuer c'est sale », sans même me demander mon avis. Au diable ce téléphone. Il décrocha d'un geste rageur 2 fois en 1 heure. L'aigre sonnerie de l'appareil l'avait déjà dérangé. La première par erreur, la seconde pour une invitation à dîner venant d'une femme du monde un peu folle. Il la détestait cordialement, mais avait dû s'avouer vaincu. « Allô » grogna-t-il. « C'est vous, mon amour » demanda une voix douce, mélodieuse, avec une nuance d'accent étranger. Je ne sais pas » répondit Eastwood prudent. « Qui parle ?»« C'est moi, Carmen. Écoutez-moi, mon amour, on me poursuit. Je suis en danger. Venez vite, c'est une question de vie ou de mort. »« Je vous demande pardon, » dit Eastwood. « Vous faites erreur, je crois. »« Madre de Dios, les voilà. S'ils me surprennent, ils me tueront. Ne m'abandonnez pas. Venez sans perdre un instant, ma vie en dépend. Vous savez, 320 Kirk Street. Le mot de passe est concombre. Chut.
Il entendit le léger déclic de l'appareil à l'autre bout. « Je veux bien être pendu, » dit Eastwood extrêmement surpris. Il prit son pot à tabac et bourra sa pipe avec soin. Ça devait être une manifestation de mon subconscient. Elle ne peut pas avoir dit « concombre ». C'est par trop extraordinaire. L'a-t-elle vraiment dit? Il arpentait la pièce, irrésolu. 320 Kirk Street. Je me demande ce que cela signifie. Elle attend quelqu'un d'autre. 320 Kirk Street. Le mot de passe est concombre. Oh, c'est impossible, absurde. Mon cerveau me joue des tours. Il lança un regard venimeux à la machine à écrire. À quoi es-tu bonne, toi? Veux-tu me le dire? Je t'ai regardé toute la matinée, et pour quel résultat? Un auteur doit trouver ses sujets dans la vie. La vie, entends-tu? Je sors pour en trouver un. Il enfonça son chapeau sur sa tête, accorda un coup d'œil affectueux à sa précieuse collection d'émaux et quitta son appartement. Kirk Street était presque uniquement consacré aux boutiques d'antiquaires et de brocanteurs. Le numéro 320 était spécialisé dans la vente de verreries anciennes. Le magasin était garni à profusion, et Anthony avança avec précaution entre les deux rangs serrés de verres à vin et sous un régiment de lustres aux breloques tintantes. Une très vieille femme trônait à la caisse. Elle avait une moustache, que lui auraient envié bien de jeunes gens, et des façons plutôt brusques. Elle examina Anthony et dit d'une voix rauque. « Alors ?» Anthony perdait assez vite contenance. Il s'empressa de s'informer du prix des verres à vin du Rhin. 45 shillings les 6. Ah oui, il me semble joli. Ceci, combien? Une merveille du vieux Waterford. Je vous laisse la paire pour 18 guinées. Une minute encore et hypnotisé par les yeux terribles de la vieille femme, il achèterait n'importe quoi. Et il s'en rendait compte. Et cependant, il ne pouvait se décider à quitter la boutique. « Et cela » demanda-t-il en indiquant le chandelier. « 35 guinées. »« Aïe, dit-il, je ne puis me permettre cette fantaisie. »« Que désirez-vous? Un cadeau de mariage ?» Exactement, avoua Eastwood saisissant le prétexte, mais le choix est difficile. Mais non, dit la vieille femme qui se leva. Une jolie pièce de verrerie plaît à tout le monde. J'ai 2 carafes là, et un service à liqueur, tout ce qu'il y a de bien. Juste ce qu'il faut pour une jeune mariée. Pendant les 10 minutes qui suivirent, Anthony souffrit le martyre. La vieille le tenait fermement en main. Elle soumit à son approbation tous les objets susceptibles de lui convenir. Il sentait le désespoir le gagner. Très joli et remarquable, répétait-il. Puis il se décida brusquement. Avez-vous le téléphone ici? Non, il y a une cabine dans le bureau de poste en face. Que diriez-vous de ce gobelet ou de ces coupes anciennes? N'étant pas une femme, Anthony ignorait tout de l'art de sortir d'un magasin sans rien en acheter. Je vais prendre le service à liqueur, dit-il d'un air sombre. C'était le moins cher et l'idée d'entrer en possession du chandelier le terrifiait. Il paya, l'amertume au cœur. Le courage lui revint quand la vieille femme fit son paquet. Elle le prendrait sans doute pour un déséquilibré et puis après. « Concombre, dit-il d'une voix nette. La vieille s'arrêta brusquement dans son travail. « Hein? Que dites-vous? »« Rien, dit-il très vite. »« Ah, j'ai cru entendre concombre. »« C'est ce que j'ai dit, répliqua le jeune homme d'un air de défi. »« Alors vous ne pouviez pas parler plus tôt? Vous êtes là à me faire perdre mon temps? Par cette porte et en haut, elle vous attend. » Anthony passa la porte indiquée et gravit quelques marches extrêmement sales. Au sommet de celle-ci, une autre porte s'entr'ouvrit, sur un petit salon. Une jeune fille assise sur une chaise fixait l'entrée avec anxiété. Quelle fille! Elle avait exactement cette pâleur de l'ivoire qu'Anthony avait décrite tant de fois. Et ses yeux! Elle n'était pas anglaise, cela se voyait aussitôt. Elle irradiait un charme exotique que l'extrême simplicité de son costume ne parvenait pas à cacher. Il s'arrêta sur le seuil décontenancé. L'heure de l'explication semblait avoir sonné. Mais avec un cri de joie, la jeune fille se jeta à son cou. « Vous êtes venu. Bénis soient tous les saints et la Sainte Vierge. » Anthony, ne perdant jamais les bonnes occasions, lui fit écho avec ferveur. Elle s'écarta enfin et le regarda avec une délicieuse timidité. « Jamais je ne vous aurais reconnu, déclara-t-elle. « Vraiment? Non, même vos yeux me semblent différents. Et vous êtes 10 fois plus séduisant que je l'aurais cru. À ce point? Du calme, mon garçon, se dit Anthony, du calme. Cette situation évolue de façon fort agréable, mais ne perds pas la tête. Puis-je vous embrasser encore? Bien sûr, répondit le jeune homme avec chaleur. Autant que vous le voudrez.
Ce fut un moment charmant. J'espère que l'autre ne va pas apparaître. Elle est délicieuse, cette petite. Brusquement, la jeune fille se dégagea, l'œil assombri par la peur. On ne vous a pas suivi. Seigneur, non. Oh, ils sont astucieux, vous ne les connaissez pas aussi bien que moi. Boris est un ennemi. J'aurais tôt fait de lui régler son compte. Vous êtes un lion, oui. Un lion. Quant à eux, ce sont des canailles, tous, sans exception. Je l'ai. Ils me tueraient s'ils le savaient. J'ai eu peur. Je ne savais pas quoi faire et j'ai pensé à vous. Chut, écoutez. Il eut un bruit dans la boutique. Du geste, elle lui fit signe de ne pas bouger et gagna la porte sur la pointe des pieds. Elle se retourna très pâle, les yeux agrandis. « Madre de Dios, c'est la police. Ils montent. Vous avez un couteau, un revolver, quelque chose? Vous ne désirez pas sérieusement, ma chère petite, me voir tuer un policier. Mais vous êtes fou. Ils vont vous emmener, on vous pendra. Hein? Quoi? » Des pas sonnaient sur les marches. « Les voilà, » murmura la jeune fille. « Niez tout, c'est le seul espoir. »« Ce sera pas difficile, » dit Eastwood, sotto voce. L'instant d'après, 2 hommes pénétraient dans la pièce. Ils étaient en civil. « Conrad Fleckman, je vous arrête pour le meurtre d'Anna Rosenberg, » dit le plus petit des deux. « Tout ce que vous direz pourra être retenu par l'accusation. Voici mon mandat. Ne perdez pas de temps, cela vaudra mieux. » La jeune fille poussa un cri inarticulé. Anthony fit un pas en avant, un sourire un peu figé aux lèvres. « Vous faites erreur, dit-il. Je m'appelle Anthony Eastwood. » Cette déclaration parut ne faire aucun effet sur les 2 détectives. « On verra cela plus tard, » déclara l'un d'eux. « En attendant, suivez-nous. » « Vous me permettez, j'en suis sûr, de faire mes adieux à cette jeune dame. » Avec une discrétion qui l'étonna, les 2 policiers se tournèrent vers la porte. Anthony attira la jeune fille dans un angle de la pièce. « Écoutez-moi, lui dit-il à voix basse. Je ne suis pas Conrad Fleckman. Vous vous êtes trompé de numéro quand vous m'avez appelé. Je m'appelle Anthony Eastwood. J'ai répondu à votre appel parce que... Bref, je suis venu. » Elle le regarda incrédule. « Vous n'êtes pas Conrad Fleckman? »« Non. » « Oh !» s'écria-t-elle avec un profond accent de détresse. « Et moi qui vous ai embrassé. »« C'est parfait, répondit-il. Les premiers chrétiens en avaient fait une habitude. Excellente formule. Mais écoutez-moi, je vais m'arranger avec ces gens. J'aurai tôt fait de leur prouver mon identité. Dans l'intervalle, ils ne vont pas vous importuner et vous pourrez prévenir votre précieux Conrad. Ensuite, oui, simplement ceci. Mon numéro de téléphone est Northwestern 1743. Assurez-vous qu'on ne vous en donne pas un autre. » Elle lui dédia un sourire enchanteur, à demi noyé de larmes. « Je n'oublierai pas. Oh non. C'est très bien. Au revoir. Au fait, oui. Une fois de plus, ça ne serait pas terrible comme les premiers chrétiens. » Elle lui passa les bras autour du cou et posa ses lèvres sur les siennes. « Je vous aime beaucoup, vraiment beaucoup. Vous vous en souviendrez, quoi qu'il advienne, n'est-ce pas ?» dit-elle. Anthony se libéra à contre-cœur et s'approcha des policiers. « Je suis prêt à vous suivre. Vous n'arrêtez pas cette jeune dame, n'est-ce pas ?»« Non, monsieur, » répondit le plus petit avec déférence. « Ils sont bien, ces types du Yard, » songea Anthony en les suivant dans l'étroit escalier. La vieille avait disparu, mais le jeune homme perçut le bruit d'une forte respiration derrière une porte et on conclut qu'elle se tenait là, à l'affût des événements. Arrivé sur le trottoir, Anthony emplit ses poumons d'air frais et se tourna vers le plus petit des 2 policiers. « À présent, inspecteur, c'est votre grade, je pense. »« Oui, monsieur, l'inspecteur détective Véral. Et voici le sergent Carter. »« Bien, inspecteur, le moment est venu de parler raison et d'écouter. Je ne suis pas Conrad, je ne sais plus qui. Je m'appelle Anthony Eastwood et je suis écrivain. Si vous voulez m'accompagner chez moi, je serai en mesure de vous prouver mon identité. » Anthony avait parlé avec une assurance qui parut impressionner les policiers. Une expression de doute passa sur le visage de Véral. Carter, cependant, fut plus dur à convaincre. « C'est possible, dit-il d'un ton rauque. Mais la jeune femme vous appelait Conrad. Ah, c'est une autre question. Vous ne pourriez pas comprendre. J'ai eu des raisons pour me faire passer auprès d'elle pour Conrad. C'est une affaire personnelle. » « Vraiment plausible, railla Carter. Non, monsieur, vous nous accompagnez. Arrête ce taxi, Joe. La voiture ailée s'arrêta et les 3 hommes y pénétrèrent. Anthony fit un dernier essai. Il s'adressa à Véral qui paraissait le plus maniable des 2. « Voyons, mon cher inspecteur, pourquoi ne pas m'accompagner chez moi et vous convaincre tout de suite que je dis la vérité. Gardez ce taxi, si vous y tenez. L'offre est généreuse. D'ailleurs, cela vous prendra tout au plus 5 minutes. » Véral le regarda avec attention. « J'accepte, dit-il. Nous n'avons aucune envie d'arrêter un innocent et qu'on se paye notre tête au poste. Quelle est votre adresse ? »
48 Brandenburg Mansions. Véral cria l'adresse au chauffeur. Ils n'échangèrent plus un mot durant le reste du trajet. Arrivé à destination, Carter sauta à terre et Véral fit signe à Anthony de le suivre. Inutile d'attirer l'attention, dit-il en descendant à son tour. Nous allons entrer tout simplement comme deux amis que M. Eastwood amènerait chez lui. Cette suggestion plut énormément à Anthony, qui sentit croître son respect pour la police. Ils eurent la chance de rencontrer Rogers, le concierge, dans le hall. « Bonsoir, Rogers, » dit Anthony. « Bonsoir, M. Eastwood, » répondit le concierge respectueusement. À l'encontre des deux autres locataires, Anthony se montrait généreux avec lui, et Rogers lui en savait gré. Le jeune homme s'arrêta, un pied sur la première marche de l'escalier. « Au fait, Rogers, dit-il d'un ton neutre, j'habite ici depuis combien de temps? Nous en discutions justement, mes amis et moi. Voyons un peu, cela ne doit pas faire loin de 4 ans, maintenant, monsieur. C'est bien ce que je pensais. » Anthony lança un regard de triomphe aux deux détectives. Carter grogna, mais Véral sourit. « C'est bon, mais insuffisant, monsieur. Montons-nous » Anthony se souvint avec satisfaction de l'absence de Simark, son valet de chambre. Moins cette pénible affaire aurait de témoins, mieux cela serait. La machine à écrire se trouvait toujours au même endroit. Carter s'approcha de la table et lut haut le titre inscrit sur la feuille. « Le mystère du deuxième concombre. » « Un de mes romans, » expliqua Anthony avec nonchalance. « Encore un bon point, monsieur, » dit Véral, les yeux brillants. « Mais quel est le mystère du deuxième concombre? » Là, vous m'avez eu. C'est ce maudit concombre qui est la cause de tous ces embêtements. Carter le regardait avec intensité. Soudain, il secoua la tête et se heurta le front d'un geste éloquent. « Un peu cinglé, ce pauvre garçon, murmura-t-il. « À présent, messieurs, dit Eastwood d'une voix claire, passons aux affaires sérieuses. Voici des lettres qui me sont adressées, mon carnet de chèques et un contrat d'éditeur. Que désirez-vous de plus? » Véral examina les papiers présentés par Anthony. « Quant à moi, dit-il d'un ton respectueux, cela me suffit, je suis convaincu. Cependant, je ne puis prendre la responsabilité de vous relâcher. Vous avez, cela paraît indiscutable, résidé ici depuis plusieurs années, sous le nom de Anthony Eastwood. Mais Conrad Fleckman et vous peuvent n'être qu'une seule et même personne. Je vais effectuer quelques recherches ici, prendre vos empreintes et téléphoner au quartier général. » Cela paraît un programme raisonnable, reconnut Anthony. Je vous laisse maître de découvrir tous mes secrets. L'inspecteur sourit. Pour un détective, il se montrait vraiment humain. Voulez-vous rester dans la pièce du fond avec Carter pendant que je me mets au travail? Très bien, dit Anthony sans chaleur. Il n'y a, je pense, pas moyen d'agir autrement. Par exemple. Et si vous restiez avec moi à boire du whisky et laissiez votre sergent le soin de procéder aux recherches? Vous le préféreriez? Nettement. Carter avait déjà commencé à fouiller le bureau avec une remarquable dextérité. Il sortait de la pièce alors que le sergent téléphonait à Scotland Yard. « Dois-je boire le premier pour vous prouver que le whisky n'est pas empoisonné » demanda Anthony après avoir servi l'inspecteur. Le policier sourit. « Tout cela est bien irrégulier, dit-il, mais il faut savoir être compréhensif dans notre profession. J'ai senti dès le début que nous faisions erreur. Mais il y a la routine à respecter, n'est-ce pas? » Je le suppose. Au fait, puis-je en apprendre davantage en ce qui me concerne? En quoi? Ne vous rendez-vous pas compte de la curiosité qui me dévore? Qui est Anna Rosenberg et pourquoi l'ai-je tuée? Vous lirez tout cela dans les journaux demain. Où serai-je demain? Allons, un bon mouvement, inspecteur. Mon désir de savoir est parfaitement légitime. C'est irrégulier, monsieur. Inspecteur, nous qui sommes presque devenus des amis. Eh bien voilà. Anna Rosenberg était une juive allemande qui habitait Hampstead. Personne ne lui connaissait de profession, mais elle s'enrichissait chaque jour. C'est exactement l'inverse pour moi. J'ai une profession connue et je m'appauvris tous les jours. Peut-être ferais-je mieux de vivre à Hampstead. Elle avait été fripière, il y a 10 ans à peu près. Londres comptait beaucoup de réfugiés politiques espagnols. Parmi ceux-ci, un certain Don Fernando Ferrares, avec sa jeune femme et leur enfant. Ils étaient fort pauvres et la femme était malade. Anna Rosenberg alla les voir et leur demanda s'ils avaient quelque chose à vendre. Don Fernando était sorti et sa femme décida de se défaire d'un magnifique châle brodé, dernier cadeau de son mari avant leur départ d'Espagne. À son retour, Don Fernando entra dans une terrible colère en apprenant la vente du châle et tenta vainement de le retrouver. Il mit la main sur la fripière qui avait, paraît-il, revendu le châle à une femme dont elle ignorait le nom. Don Fernando était désespéré. 2 mois plus tard, on le poignardait dans la rue. C'est à partir de cette époque que l'argent parut affluer chez Anna Rosenberg. Dans les 10 années qui suivirent,
On cambriola sa maison 8 fois. 4 des cambriolages furent infructueux. Pour les 4 autres, un châle brodé figurait chaque fois parmi les objets volés. L'inspecteur s'interrompit, mais un geste d'impatience d'Anthony lui fit reprendre très vite le fil du récit. Il y a une semaine, Carmen Ferrares, la fille de Don Fernando, arriva en Angleterre, venant d'un couvent de France. Son premier soin fut de rechercher Anna Rosenberg à Hampstead. Elle eut, paraît-il, une violente discussion avec la vieille femme, et une bonne l'entendit qui criait « Vous l'avez toujours, il vous a enrichi durant toutes ces années, mais je vous le dis, cela vous portera malheur, vous n'avez aucun droit moral de le conserver, et le jour viendra où vous souhaiteriez ne jamais avoir vu le châle des 1000 fleurs. » 3 jours plus tard, Carmen Ferrares disparut mystérieusement de l'hôtel où elle logeait. Dans sa chambre, on trouva le nom de Conrad Fleckmann et un billet émanant d'un homme qui se disait antiquaire et lui demandant si elle consentirait à se défaire d'un certain châle brodé en possession duquel il la croyait. L'adresse inscrite sur le billet était fausse. Ce châle est évidemment le nœud du mystère. Hier matin, Conrad Fleckmann a rendu visite à Anna Rosenberg. Elle est restée enfermée avec lui plus d'1 heure. À son départ, elle a dû se mettre au lit, bouleversée par l'entretien. Mais elle donna l'ordre de faire entrer Fleckmann s'il manifestait l'intention de la voir. La nuit dernière, elle s'est levée et elle est sortie vers 9 heures. Elle n'est pas rentrée. On l'a retrouvée ce matin dans la maison occupée par Fleckmann, poignardée en plein cœur. Sur le sol à côté d'elle se trouvait, devinez quoi? Le châle, suggéra Anthony, prodigieusement intéressé. Le châle des 1000 fleurs? Quelque chose de beaucoup plus macabre, mais qui expliquait tout. Oh, excusez-moi, voilà le chef, je crois. La sonnette avait tinté, en effet. Anthony, contenant son impatience, attendit le retour de l'inspecteur. La situation ne le gênait plus à présent. Les autres se rendraient compte de leur erreur quand ils auraient pris ses empreintes. Et puis peut-être, Carmen l'appellerait-elle. Le châle des 1000 fleurs? Quelle histoire étrange. Juste ce qui convenait à l'exquise beauté brune de la jeune fille. Carmen Ferrares. Il s'arracha à ses rêveries. Il prenait son temps, cet inspecteur. Il se leva, ouvrit la porte. L'appartement était étrangement silencieux. Il ne serait tout de même pas parti sans un mot. Le salon était vide. De même la pièce voisine. Seigneur, ces émaux, l'argenterie. Il se précipita dans les autres chambres. Tous les objets de valeur d'Anthony, qui était un collectionneur de goût, avaient disparu. Le jeune homme se laissa tomber sur une chaise et se prit la tête entre les mains. Il fut arraché à ses pénibles méditations par le timbre de la sonnette. Il ouvrit la porte d'entrée et se trouva devant Rogers. « Excusez-moi, monsieur, dit celui-ci, mais ces messieurs ont pensé que vous pourriez peut-être avoir besoin de quelque chose. »« Ces messieurs ?»« Oui, vos 2 amis. Je les ai aidés à emballer de mon mieux. Par chance, j'avais 2 bonnes caisses au sous-sol. » Il regarda par terre. Je me suis arrangé pour ne pas laisser traîner de paille. « Vous avez emballé les objets ici ?» gémit Anthony. « Oui, monsieur, c'était votre désir, m'a dit le plus grand des 2. Voyant que vous étiez occupé à parler à l'autre monsieur, dans la petite pièce du fond, je n'ai pas voulu vous déranger. C'est lui qui parlait... Ah, dit Anthony. Rogers eut une petite toux. Je suis désolé, monsieur, de cette obligation, murmura-t-il. Laquelle? De vous défaire de vos petits trésors, monsieur. Hein? Ah, oui, ah. Il eut un rire sans gaieté. Ils sont partis à présent, je suppose. C'est mes amis, je veux dire. Oh oui, monsieur, il y a déjà quelque temps. J'ai chargé les 2 caisses dans le taxi. Le plus grand des 2 messieurs est remonté. Puis ils sont redescendus en courant, tous les 2, et ils sont partis sans attendre. Pardon, monsieur, cela ne va pas? Anthony venait de pousser un gémissement. Merci, Rogers. Rien ne va, mais vous n'êtes pas à blâmer. Laissez-moi, voulez-vous? J'ai à téléphoner. 5 minutes plus tard, Anthony confiait son aventure à l'inspecteur Driver, qui, assis devant lui, prenait des notes. Le policier était fort antipathique et ne ressemblait pas du tout, de l'avis d'Anthony, à un véritable inspecteur. Poseur avec ça. Un exemple frappant de la supériorité de l'art sur la nature. Le jeune homme termina son récit et l'inspecteur ferma son bloc-notes. Alors, s'inquiéta Eastwood. Clair comme de l'eau de roche, c'est la bande Patterson. Elle a fait du beau travail dernièrement. Un grand type blond et un petit brun et la fille. La fille? Oui, très brune et très jolie. Elle sert d'appât en général. Une espagnole? Elle pourrait se faire passer pour telle. Elle est née à Hampstead. L'inspecteur se leva, prêt à partir. Elle vous a repéré sur l'annuaire et vous a conté une fable. Elle se doutait que vous alliez rappliquer. Puis elle est allée trouver la mère Gibson, qui ne refuse jamais un pourboire pour laisser l'usage de sa chambre.
Rien de criminel, vous êtes tombé dans le piège. Pendant que le petit vous débitait son histoire, le grand se faisait la main sur votre câblotte. C'est du Patterson tout craché. Et mes bibelots, demanda Anthony anxieux. Nous ferons ce que nous pourrons, mais ils sont rusés, les bougres. J'en ai l'impression, reconnut le jeune homme avec amertume. L'inspecteur venait à peine de prendre congé que le timbre de la sonnette retentit. Anthony ouvrit la porte. Un jeune garçon, un paquet à la main, se tenait sur le seuil. « Un colis pour vous, monsieur. » Anthony, qui n'attendait rien, le prit avec surprise. Il le porta dans son bureau et coupa les ficelles. C'était le service à liqueur. Nom d'un chien. Au fond d'un des verres reposait une minuscule rose artificielle. « Je vous aime beaucoup, vraiment beaucoup. Vous vous en souviendrez, n'est-ce pas, quoi qu'il advienne. » Elle avait dit cela. Quoi qu'il advienne. Avait-elle voulu... Anthony se rabroua. « Ah non, ça suffit. N'est-ce pas ?» Puis il s'assit devant sa machine à écrire, résolu. Le mystère du deuxième concombre. Le châle des 1000 fleurs. Qu'avait-on trouvé à côté du cadavre, cet objet macabre qui expliquait tout? Rien, bien sûr, puisque l'histoire avait été inventée pour retenir son attention. Et pourquoi pas donner une solution à cette énigme? Anthony arracha la feuille retenue par le rouleau de sa machine et la remplaça par une autre, et écrivit. Le mystère du châle espagnol. Il contempla ces mots pendant 1 minute, puis il se mit à taper rapidement. Fin. L'histoire s'intitule « La femme disparue ». Le timbre posé sur le bureau du pseudo Monsieur Blunt résonna. Tommy et Toppens se précipitèrent vers leurs postes d'observation respectifs, qui s'ouvraient sur la réception, royaume de leur garçon de course. « Je vais m'en assurer, monsieur, déclara Albert, mais je crains que Monsieur Blunt ne soit trop occupé en ce moment. Il est justement en communication avec Scotland Yard. »« J'attendrai, répondit le visiteur. Je n'ai pas de carte sur moi, mais mon nom est Gabriel Stevenson. Un homme splendide de plus de 6 pieds de haut, au visage bronzé et dont les yeux bleus, au regard pénétrant, contrastaient avec le hâle de sa peau. Tommy se décida. Il prit une paire de gants et ouvrit la porte de communication. Il s'arrêta un moment sur le seuil, comme surpris. « Ce gentleman attend que vous le receviez, monsieur, » annonça Albert. Une expression de contrariété assombrit un instant les traits de Tommy, qui sortit sa montre. « Je suis attendu chez le duc à 11h moins le quart. » Il leva vivement les yeux sur le visiteur. « Je peux vous accorder quelques minutes, si vous voulez bien venir par ici. » Ils pénétrèrent dans son bureau, où Toppens, crayon et carnet en main, attendait. « Ma secrétaire particulière, Miss Robinson. À présent, monsieur, veuillez m'exposer votre problème, à part le fait que vous arrivez en taxi et que vous êtes récemment revenu d'un voyage dans l'Arctique ou dans l'Antarctique. Je ne sais rien de vous. » Son vis-à-vis le contempla médusé. « Remarquable, votre employé ne vous a même pas donné mon nom. » Tommy eut un soupir désapprobateur. « Tout ceci est très facile. Les rayons de soleil de minuit ont une action spéciale sur la peau. Je vais bientôt écrire une petite monographie sur ce sujet. Mais tout ceci est en dehors de ce qui nous intéresse, pour le moment. Qu'est-ce qui vous amène ici? Pour commencer, mon nom est Gabriel Stevenson. Ah, bien sûr, l'explorateur. Vous revenez du pôle Nord, j'imagine. J'ai débarqué en Angleterre il y a 3 jours. Un ami qui faisait une croisière dans les mers du Nord m'a ramené sur son yacht. Normalement, je n'aurais dû être de retour que dans 2 semaines. Je dois vous préciser qu'avant d'entreprendre cette expédition il y a 2 ans, j'ai eu le grand bonheur de me fiancer à Madame Maurice Lee Gordon. Tommy coupa. Madame Maurice Lee Gordon était, avant son mariage, l'honorable Hermione Crane, seconde fille de Lord Lanchester, débita Toppens d'un trait. Tommy lui lança un coup d'œil admiratif, et l'explorateur hocha affirmativement la tête. Exact, comme je le disais, Hermione et moi nous nous fiançâmes. Naturellement, j'offris de renoncer à cette longue expédition, mais ma fiancée s'y opposa. Dieu la bénisse. Elle est le genre de femme idéale pour un explorateur. Donc mon premier désir, en mon retour, fut de revoir Hermione. Je lui ai envoyé un télégramme de Southampton, et me dépêchai d'arriver à Londres par le premier train. Je me rendais dans Bond Street, chez sa tante, Lady Susan Clonray, avec laquelle elle habite pour le moment. Et à ma grande déception, j'appris que Hermie était en visite chez des amis dans le Northumberland. Lady Susan se montra assez indulgente vis-à-vis de sa nièce, car après tout, on ne m'attendait pas avant 2 semaines.
Elle m'informa que Hermie serait de retour dans quelques jours, mais lorsque je demandai l'adresse de ses amis, la vieille dame bredouilla. Sa nièce devait visiter plusieurs familles, paraît-il, et elle ne se souvenait plus très bien de l'ordre dans lequel elle accomplissait ses visites. Je dois vous avouer, Monsieur Blunt, que Lady Susan et moi ne nous sommes jamais parfaitement entendus. C'est une de ces grosses mémères à double menton, et je déteste les grosses mémères. Je me rends compte que c'est une sorte de phobie, mais je n'y peux rien, et je ne pourrai jamais m'entendre avec une femme difforme. Monsieur Stavenson, coupa sèchement Tommy, chacun de nous a ses allergies. Lady Susan est peut-être une femme charmante, et je n'ai jamais pu m'habituer à elle. D'autre part, j'ai toujours eu l'impression qu'elle désapprouvait nos fiançailles, et que si elle le pouvait, elle dissuaderait Hermie de m'épouser. Pour en revenir à mon histoire, je suis le genre de brute obstiné qui agit à sa manière. Je n'ai pas quitté la place avant d'avoir obtenu de mon hôtesse les noms et adresses des personnes chez lesquelles Hermie était censée se trouver. Ensuite, j'ai attrapé l'express allant vers le nord. « Vous êtes à ce que je vois un homme d'action, monsieur Stavenson, » remarqua Tommy dans un sourire. Mais là, j'ai eu un choc terrible, monsieur Blunt. Pas une de ces personnes n'avait vu Hermie, et une seule d'entre elles attendait sa visite. Celle-ci avait reçu de Hermie un télégramme annulant sa venue à la dernière minute. Je retournai donc en hâte à Londres, chez Lady Susan, que la nouvelle, je dois le reconnaître, ennuya beaucoup. À la voix ne pas savoir où se trouvait sa nièce, mais refusa de faire appel à la police. Hermie, me fit-elle remarquer, n'était plus une jeune fille naïve, mais une femme indépendante qui avait dû décider d'entreprendre un voyage de quelques jours. Je pensais aussi que Hermie pouvait très bien ne pas se croire obligée de faire part de tous ses faits et gestes à sa tante. Cependant, j'étais inquiet. Je me retirai lorsqu'on apporta un télégramme pour Lady Susan. Elle me le tendit après l'avoir lu. Il disait « Changez mes plans. Me rends à Monte-Carlo pour une semaine. Hermie. » Tommy tendit la main. « Vous avez ce télégramme sur vous ?»« Non, mais il avait été expédié de Maldon, dans le Surrey. Je l'ai remarqué parce que, sur le moment, cela m'avait intrigué. Qu'est-ce que Hermie allait faire à Maldon? À ma connaissance, elle n'y avait pas d'amis. Vous n'avez pas eu l'idée de vous précipiter à Monte-Carlo de la même façon que vous étiez allé dans le Nord? J'y ai pensé, bien sûr, puis j'ai renoncé. Pourquoi Hermie envoie-t-elle un télégramme au lieu d'écrire? Une ou deux lignes tracées de sa main auraient apaisé mes craintes, alors que n'importe qui peut signer un télégramme en son nom. Plus j'y pensais, plus cela me tourmentait. À la fin, je me rendis à Maldon, hier après-midi. La localité est assez importante et bien desservie. Il y a 2 hôtels, mais pas plus dans l'un que dans l'autre, je n'ai trouvé trace du passage de ma fiancée. Dans le train me ramenant à Londres, j'ai lu votre annonce et j'ai décidé de venir vous consulter. Si Hermie s'est vraiment rendue à Monte-Carlo, je ne veux pas lancer la police à ses trousses et causer un scandale. Pour ma part, je reste à Londres au cas où. Enfin, au cas où il y aurait une intrigue déloyale à mon égard. Tommy hocha pensivement la tête. Que soupçonnez-vous exactement? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. D'un geste vif, il sortit de sa poche une petite boîte qu'il ouvrit et tendit. C'est Hermione. Je vous le laisse. La photographie représentait une grande femme fragile, ayant dépassé la prime jeunesse, mais possédant un charmant sourire et des yeux ravissants. Vous êtes sûr, monsieur Stavenson, que vous avez tout dit? Oui. Vous n'avez omis aucun détail aussi insignifiant qu'il puisse vous paraître? Je ne pense pas. Tommy soupira. Je dois reconnaître que cette affaire présente un caractère assez particulier. Je l'ai résolue en partie, mais le temps prouvera si j'ai vu juste. Il prit un violon posé près de lui sur la table et promena l'archet sur les cordes. Tuppence grinça des dents et même l'explorateur blêmit. Le joueur reposa l'instrument. « Quelques accords de Mosgovsky, murmura-t-il. « Laissez-moi votre adresse, monsieur Stavenson, et je vous ferai part du résultat de mes recherches. » Dès que le visiteur fut parti, Tuppence saisit le violon, le jeta dans l'armoire dont elle tourna la clé dans la serrure. « Si vous désirez jouer les Sherlock Holmes, je vous procurerai une petite seringue et une bouteille avec l'inscription cocaïne. Mais pour l'amour de Dieu, laissez ce violon tranquille. Je me flatte d'avoir suivi les méthodes de Sherlock Holmes avec succès jusqu'ici. Les déductions étaient bonnes, n'est-ce pas? J'ai dû parler de taxi un peu au hasard, je l'avoue. Mais après tout, c'est le seul moyen de transport qui conduise jusqu'à nous. Il est heureux que j'ai lu la note faisant allusion à ses fiançailles dans le Daily Leader ce matin. Oui, cela a fait une très bonne impression.
Aucun doute, l'affaire serait du ressort de Sherlock Holmes. Vous n'avez pas manqué de remarquer, j'en suis sûr, la similitude entre cette histoire et la disparition de Lady Frances Carfax. Vous attendez-vous à retrouver le corps de Madame Lee Gordon dans un cercueil? Logiquement, oui, mais vous-même, qu'en pensez-vous? Hermie a peur de rencontrer son fiancé et Lady Susan est dans le coup. J'y ai aussi pensé, mais comment suggérer pareille hypothèse à un homme comme Stevenson? Si nous allions faire un tour à Maldon, ma vieille, nous pourrions emmener avec nous notre attirail de golf. Tuppence étant d'accord, l'agence fut laissée aux soins d'Albert. À Maldon, Tommy et Tuppence se renseignèrent partout sans succès. Sur le chemin du retour, une idée géniale traversa l'esprit de Tuppence. « Tommy, pourquoi le télégramme portait-il Maldon, Surrey ?»« Parce que Maldon est dans le Surrey, idiote. »« Idiot vous-même. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si vous recevez un télégramme, disons, de Hastings ou de Torquay, il ne porte pas le nom du comté. Mais pour Richmond, on mentionne le comté Surrey parce qu'il existe deux Richmond. » Tommy ralentit. « Tuppence, votre idée n'est pas si mauvaise. Renseignons-nous au prochain bureau de poste. » Ils s'arrêtèrent devant un petit bâtiment, dans le premier village qu'ils rencontrèrent. Quelques minutes leur suffirent pour découvrir qu'il existait bien deux Maldon, l'un dans le Surrey et l'autre dans le Sussex. Ce dernier n'était qu'un petit hameau. « C'est cela !» s'exclama Tuppence très excité. Sachant que Maldon se trouvait dans le Surrey, Stevenson n'a pas prêté grande attention au comté, qui commençait par la lettre S. Demain, nous irons jeter un coup d'œil à Maldon, Sussex. Maldon, situé dans le Sussex, était bien différent de son homonyme. À 4 miles de la gare, il se réduisait à 2 auberges, 2 magasins minuscules et un petit bureau de poste, où la préposée vendait aussi des bonbons et des cartes postales, le tout encerclé par 6 ou 7 petits cottages. Tuppence se chargea des magasins, tandis que Tommy se renseignait dans une des auberges, à l'enseigne du Coq et du Moineau. Ils se rejoignirent une demi-heure plus tard. « Et alors ?»« La bière est assez bonne, mais rien à dire de plus. Essayez le King's Head. Je retourne à la poste. La postière n'est pas aimable, mais j'ai entendu quelqu'un lui annoncer, de l'arrière-boutique, que le déjeuner était prêt. » Elle retourna dans le magasin et se mit à examiner les cartes postales. Une jeune fille au teint frais apparut tout en mastiquant. « J'aimerais celle-ci, dit Tuppence. Cela vous ennuierait-il d'attendre pendant que je jette un coup d'œil sur les autres ?» Elle parcourut rapidement une pile de cartes tout en remarquant. « Je suis vraiment déçu que vous ne puissiez m'indiquer l'adresse de ma sœur. Elle séjourne dans la région et j'ai malheureusement égaré sa lettre. Elle s'appelle Lee Gordon. Ce nom ne me dit rien. Nous ne recevons pas beaucoup de courriers et j'aurais remarqué le nom de cette dame, si elle avait reçu des lettres. À part la grange, il n'y a pas beaucoup de maisons dans les environs. » « Qu'est-ce que la grange? Qui en est le propriétaire? »« Le docteur Harrison. C'est une sorte de maison de repos, à présent. À ce qu'il paraît, le docteur y traite surtout les maladies des nerfs. Des ladies y viennent pour y suivre une cure de repos. Ma foi, c'est bien l'idéal pour ça ici. » Tuppence fit un choix rapide des cartes et paya. « C'est justement la voiture du médecin qui arrive, » s'exclama la jeune fille. Tuppence s'approcha de la porte pour voir au volant de la voiture un homme brun, aux traits accusés et à l'air hargneux. Le véhicule s'éloigna au moment où Tuppence repérait Tommy qui arrivait. « Tommy, je crois que je tiens le bon bout. La maison de repos du docteur Harrison. J'en ai entendu parler au King's Head, et j'ai eu la même impression que vous. Mais si Madame Lee Gordon souffre d'une dépression nerveuse, sa tante et ses amis le sauraient, non? Oui, j'ai pensé à une autre hypothèse. Vous avez vu cet homme qui vient de passer? Une brute d'aspect rébarbatif? Il s'agit du docteur en question. » Tommy émit un sifflement. « Il n'a pas l'air tellement aimable. Qu'en pensez-vous, Tuppence, si nous allions jeter un coup d'œil à cette fameuse grange ?» Ils finirent par découvrir la propriété. Une grande bâtisse pleine de coins et de recoins, entourée de pelouses vides, avec à l'arrière-plan un ruisseau au courant rapide. « Un endroit pas très gai, remarqua Tommy. Il me donne la chair de poule. Vous savez, j'ai le sentiment que les choses vont se compliquer. Oh, ne vous frappez pas à l'avance. Espérons simplement que nous pourrons intervenir à temps, car j'ai la conviction que cette femme court un danger. Ne laissez pas votre imagination vous emporter, ma chère. Je ne puis m'en empêcher, je n'ai aucune confiance en cet homme. Qu'allons-nous décider? Et si j'allais seul? Sonner à la porte et demander carrément à voir Madame Lee Gordon. Je serais curieuse d'entendre ce qu'on me répondra. Après tout, il n'y a peut-être rien de louche dans cette histoire. La jeune femme mit son plan à exécution.
Elle sonna et la porte lui fut ouverte presque aussitôt par un domestique au visage impassible. Quand elle parla de madame Lee Gordon, l'homme battit légèrement des paupières. Sa réponse n'en fut pas moins nette. « Il n'y a personne de ce nom, madame. Je suis pourtant bien à la grange, que dirige le docteur Harrison. »« Oui, madame, mais je vous assure qu'aucune de nos pensionnaires ne porte le nom de Lee Gordon. » Déçu, Tuppence battit en retraite et rejoignit Tommy qui l'attendait à l'extérieur de la grille principale. Son mari conclut. « Après tout, cet homme disait peut-être vrai. Non, je suis sûr qu'il mentait. Attendons le retour du médecin et je me ferai passer à ses yeux pour un journaliste désireux de discuter avec lui de son système de cure de repos. » Une demi-heure plus tard, la petite voiture apparut. Tommy attendit quelques minutes avant d'aller se présenter à son tour à la porte d'entrée. Mais lui aussi revint bredouille. « Le médecin est trop occupé pour être dérangé. De toute manière, il ne reçoit jamais de journalistes. »« Tuppence, vous avez raison. Il y a quelque chose de louche dans tout ça. »« Venez, » ordonna Tuppence d'un ton décidé. « Qu'allez-vous faire ?»« Escalader le mur et essayer de m'introduire dans la maison sans être remarqué. »« D'accord, je vous suis. » Le jardin laissé à l'abandon offrait une multitude d'abris et le couple gagna l'arrière de la maison sans encombre. Ils se trouvèrent devant une large terrasse en marche croulante, avec des portes-fenêtres ouvrant sur l'intérieur de la maison. Les jeunes gens renoncèrent à se hasarder à découvert. Ils se réfugièrent sous la terrasse. Soudain, Tuppence agrippa le bras de son compagnon. De la fenêtre entr'ouverte juste au-dessus d'eux, une voix s'éleva. « Entrez, entrez et fermez la porte derrière vous. Vous dites qu'une femme s'est présentée il y a 1 heure et a demandé à voir madame Lee Gordon. »« Oui, monsieur. » Tuppence reconnut la voix impassible du domestique. « Naturellement, vous lui avez dit qu'elle n'était pas ici. »« Naturellement, monsieur. » Et ensuite ce journaliste, lança la voix exaspérée de l'autre. « C'est la femme qui me tourmente le plus. Comment était-elle ?»« Jeune, jolie et vêtue avec goût, monsieur. » Tommy donna un coup de coude à sa compagne. « C'est bien ce que je craignais. Probablement une amie de madame Lee Gordon. Les choses se compliquent. Il va falloir que je prenne certaines mesures. » Il laissa sa phrase en suspens. Tommy et Tuppence entendirent la porte se refermer, puis plus rien. Sans bruit, Tommy ordonna et dirigea la retraite. Lorsqu'ils parvinrent à une petite clairière suffisamment éloignée de la maison, il annonça. « Tuppence, ma vieille, les choses deviennent sérieuses. Je crois qu'ils sont en train de méditer un mauvais coup. Je pense que nous devrions regagner Londres sans délai et prévenir Stevenson. » À sa grande surprise, Tuppence secoua la tête. « Il faut rester sur place. Ne l'avez-vous pas entendu dire qu'il allait prendre certaines mesures? Cela peut signifier n'importe quoi. Le pire est que nous n'en savons pas assez pour alerter la police. Écoutez, Tommy, pourquoi n'iriez-vous pas téléphoner à Stevenson du village? Je resterai sur place en vous attendant. » Peut-être est-ce en effet le meilleur plan, mais dites. Tuppence. Eh bien? Prenez garde, hein? Bien sûr, grosse bête, dépêchez-vous. Tommy revint 2 heures plus tard et trouva Tuppence qui l'attendait près de la grille. Et alors? Je n'ai pas pu joindre Stevenson. J'ai essayé Lady Susan, mais elle aussi était sortie. J'ai finalement pensé au vieux Brady auquel j'ai demandé de vérifier le nom de Harrison dans le guide médical. Qu'a-t-il découvert? Il connaissait le nom. Harrison était à une certaine époque un médecin sérieux, jusqu'au jour où il y eut une histoire louche. Brady le tient pour un charlatan dépourvu de tout scrupule. Bon, et maintenant? Nous restons ici. J'ai le pressentiment qu'ils agiront ce soir. Au fait, un jardinier a coupé le lierre autour de la maison, et j'ai vu où il range l'échelle. Bravo, ce soir donc, dès qu'il fera nuit. Nous verrons ce que nous verrons. Tommy relaya Tuppence tandis qu'elle se rendait au village pour se restaurer. Lorsqu'elle le rejoignit, ils restèrent à leur poste jusqu'à 9 heures et décidèrent qu'il faisait assez sombre pour entrer en action. Ils purent errer autour de la maison sans crainte, mais brusquement Tuppence saisit le bras de son mari en se figeant. « Écoutez !» À nouveau on entendit un faible gémissement de femme. Tuppence pointa un doigt en direction d'une fenêtre du 1er étage. « Ça vient de là !» chuchota-t-elle. La plainte s'éleva encore et les jeunes gens résolurent de mettre leur plan en action sans délai. Tuppence guida son mari vers le coin où le jardinier avait abandonné son échelle. Ils la transportèrent sous la fenêtre, d'où parvenaient les gémissements. C'était d'ailleurs la seule issue dont les persiennes n'avaient pas été fermées. « Je monte » souffla Tuppence. « Restez là pour tenir l'échelle et faire le guet.
Si quelqu'un apparaissait, je ne pourrais pas me défendre seule. Silencieusement, elle grimpa les échelons et jeta un coup d'œil prudent dans la pièce, sans chercher à y entrer. Elle s'accroupit un instant et leva à nouveau la tête. Un moment plus tard, elle redescendait vers son compagnon, auquel elle expliqua à mots couverts. C'était bien elle, je l'ai reconnue d'après la photo, que donnait d'elle le Daily Leader. Elle est allongée sur le lit. Elle gémit, se débat. Une infirmière est entrée et lui a fait une piqûre, et l'a abandonnée. Est-elle consciente? J'en suis presque sûr. De plus, j'ai l'impression qu'elle est attachée au lit. Je remonte pour essayer de pénétrer dans la pièce. Tapens? Si je me vois en danger, je vous appelle à l'aide. Coupant court à toute discussion, elle grimpa vivement, et Tommy la regarda soulever le châssis à glissière de la fenêtre, puis disparaître dans la pièce. Le temps s'écoulait lentement, et Tommy sentait une angoisse grandissante l'envahir. Tout d'abord, il n'entendit rien. Les deux femmes devaient s'entretenir à voix basse, si du moins la prisonnière était en état de parler. Un murmure indistinct lui parvint et il se sentit soulagé. Mais brusquement le silence retomba. Que se passait-il donc là-haut? Une main s'abattit sur son épaule et la voix de Tapens ordonna tranquillement. « Venez. »« Tapens, comment êtes-vous arrivé ici ?»« Par la porte d'entrée. Allons-nous-en. »« Hein? Mais Madame Lee Gordon, elle se fait maigrir. » Devant le ton ironique, Tommy observa sa compagne. « Que voulez-vous dire ?»« Rien de plus. Elle se fait maigrir, en douce. N'avez-vous pas entendu Stevenson remarquer qu'il haïssait les grosses femmes? Eh bien, durant ces 2 années d'absence, son hermie a grossi. En apprenant le retour inattendu de son fiancé, elle s'est affolée et s'est précipitée ici pour suivre le traitement du docteur Harrison, qui consiste en piqûres dont notre médecin garde jalousement le secret, tout en se faisant payer des prix exorbitants. Je suis sûr que c'est un charlatan, mais en attendant, il a un succès inouï. Naturellement, Lady Susan est au courant de tout, et a juré de n'en souffler mot à personne. Quant à nous, nous nous sommes conduits en parfaits idiots. Tommy eut une large inspiration. « Je crois, Watson, déclara-t-il avec dignité, qu'il y a un très bon concert au Queen's Hall demain. Nous avons largement le temps de nous préparer pour y assister. Et vous m'obligerez en ne classant pas cette affaire dans nos dossiers. » Fin. L'histoire s'intitule « L'émeraude du Raja ». Avec un sérieux effort, James Bond reporta son attention sur le petit livre jaune qu'il avait entre les doigts. L'ouvrage valait un shilling et posait cette question attrayante. Voulez-vous voir votre salaire augmenter de 300 livres par an? James avait terminé la lecture de 2 pages qui, en un style alerte, lui enjoignaient de regarder son patron dans les yeux, de cultiver une personnalité dynamique et d'irradier la compétence. Il en arrivait à un sujet plus subtil. Il est un temps pour la discrétion, un autre pour la franchise. Un homme fort ne doit pas toujours dire ce qu'il sait. James ferma le volume, releva la tête et regarda l'étendue bleue de la mer. Un horrible soupçon l'assaillait. Il n'était pas un homme fort. Sinon, il eût été le maître et non la victime de la situation présente. Pour la 60e fois de la matinée, il récapitula ses erreurs. Il était en vacances, ses vacances. Qui l'avait persuadé de venir sur cette plage à la mode, Kimpton-on-Sea? Grace. Qui l'avait forcé à des dépenses auxquelles il ne saurait faire face? Grace. Et il avait accepté le projet avec enthousiasme. Elle l'avait amené ici, et quel était le résultat? Il se trouvait installé dans une humble pension de famille, à plus d'1 kilomètre de la plage. Grace, qui aurait dû porter son choix sur une pension de même catégorie, pas la sienne évidemment, il est des choses qu'on ne sait pas, l'avait laissé tomber pour descendre où cela? À l'hôtel de l'Esplanade, sur le front de mer, et elle s'y était fait des amis. Des amis. Nouveau rire sardonique. James se remémora la cour patiente qu'il avait faite à Grace les 3 dernières années. Elle avait été ravie qu'on lui accordât son attention. Cela se passait avant qu'elle accédât à la gloire dans le salon de couture de Madame Bartels. Au début, c'était James qui faisait des embarras. Maintenant, hélas, la situation était renversée. Grace représentait une valeur sûre. Elle était devenue arrogante. Oui, c'était le mot. Arrogante.
Un fragment de poésie revenait en mémoire du jeune homme, remerciant le ciel de jeûner pour l'amour d'un brave homme. On n'aurait pu rien observer de semblable chez Grace. Bien nourrie à l'hôtel de l'Esplanade, elle ignorait absolument l'amour du brave homme. En échange, elle acceptait les attentions d'un crétin prétentieux, un certain Claude Sopworth, qui, James en était convaincu, n'avait aucune valeur morale. James enfonça un talon dans le sol et contempla l'horizon d'un air sombre. Kympton-on-Sea, quelle folie l'avait pris de venir dans un endroit pareil. C'était essentiellement une station riche et élégante, possédant 2 grands hôtels, plusieurs longues avenues, bordées de pittoresques bungalows, appartements à des actrices en vue, et à des membres de l'aristocratie anglaise, ayant épousé des veuves bien nanties. Le plus petit bungalow était loué, meublé, 25 guinées par semaine. Cela laissait à penser quel pouvait être le montant du loyer des grandes villas. James tournait justement le dos à celle du fameux Lord Edward Campion, qui avait invité une foule de gens des plus distingués, entre autres le Raja de Maraputna, dont la fortune était fabuleuse. James avait lu tout ce qui le concernait dans le journal local du matin, l'étendue de ses propriétés aux Indes, ses palais, sa merveilleuse collection de bijoux, avec une mention spéciale pour une fameuse émeraude qui atteignait la taille d'un œuf de pigeon. Mais l'expression le frappait. « Si j'avais une émeraude comme ça, Grace verrait bien, » dit-il, les sourcils froncés. Le sentiment qu'il éprouvait était assez vague, mais il se sentit mieux de l'avoir énoncé. Des voix rieuses le hélèrent, et il se retourna brusquement pour se trouver face à face avec Grace, Clara Sopworth, Alice Sopworth, Dorothy Sopworth et Claude Sopworth l'accompagnait. Les jeunes filles se donnaient le bras et gloussaient. « On dirait un étranger » s'écria Grace malicieuse. « Oui » répondit James. Il aurait pu, il le sentait, trouver une réplique plus éloquente. Le mot « oui » n'exprime pas exactement le débordement d'une personnalité dynamique. Il regarda Claude Sopworth avec un air de profond dégoût. Le jeune homme était aussi magnifiquement habillé que le héros d'une comédie musicale. James formait des vœux ardents pour que quelque chien errant vînt appliquer ses pattes souillées de sable sur la blancheur immaculée du pantalon de Claude. Lui-même portait un pantalon de flanelle grise qui avait connu des jours meilleurs. « L'air n'est-il pas merveilleux ?» dit Clara qui renifla avec distinction. « C'est vraiment revigorant. » Elle gloussa. « C'est l'ozone, » énonça Alice Sopworth, le meilleur des toniques. Elle gloussa également. « J'aimerais cogner leurs têtes stupides l'une contre l'autre, pensait James. Pourquoi ces rires? Qu'ont-elles de drôle? Allons-nous prendre un bain ou est-ce trop fatigant? Demanda l'impeccable Claude avec langueur. Une série de cris aigus accueillit la proposition. James accepta lui aussi, il réussit à tirer Grace à l'écart. « Je ne vous vois plus. Nous sommes ensemble à présent, et vous pouvez venir déjeuner avec nous à l'hôtel si... » Elle s'interrompit pour regarder les jambes de James. « Qu'y a-t-il? Je ne suis pas assez élégant pour vous, sans doute. Vous pourriez, mon cher, prendre un peu plus soin de vous. Tout le monde ici est si merveilleusement chic. Regardez Claude Sopworth. » « Oh, je l'ai regardé, je n'ai jamais vu d'homme ressemblant davantage à un âne. » Grace pinça les lèvres. « Inutile de critiquer mes amis, James. Cela ne se fait pas. Il est habillé comme tous les gens bien de l'hôtel. » « Bah, savez-vous ce que j'ai lu l'autre jour dans Bavardage mondain? Eh bien que le duc, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était un duc. En tout cas, était l'homme le plus mal habillé de l'Angleterre. C'est possible, mais il s'agit d'un duc. Et puis, qui vous dit que je ne serai pas duc un de ces jours, ou père, pour le moins. » Il tâta le petit livre jaune à travers sa poche, et récita à la jeune fille toute une liste de pères du royaume qui avaient eu dans la vie des débuts beaucoup plus obscurs que James Bond. Grace ne put s'empêcher de rire. « James, ne soyez pas si niais. Vous voyez, comte de Kympton-on-Sea ?» Il lui lança un regard où se mêlaient la rage et le désespoir. L'ambiance de cet endroit avait certainement influé sur la jeune fille. La plage de Kympton est une longue étendue de sable. Une rangée de cabines la borde sur 2 kilomètres. Le petit groupe s'était arrêté devant 6 cabines portant l'inscription « Réservée aux clients de l'hôtel L'Esplanade ». « Nous y voici, dit Grace avec entrain. Mais je crains que vous ne puissiez venir avec nous, James.
Il vous faut aller louer une tente, là-bas. On se retrouvera dans l'eau. Au revoir. Au revoir. Et James s'en fut. 12 tentes, en fort mauvais état, étaient tournées vers l'océan. Un vieux marin les gardait, un rouleau de papier bleu à la main. Il accepta la pièce de monnaie que lui donna James. Lui remit en échange un ticket arraché au rouleau. Lui tendit une serviette et, avec un petit geste par-dessus son épaule, il dit d'une voix rauque : « Prenez votre tour. » James s'aperçut qu'il n'était pas seul. D'autres que lui avaient eu l'idée de se plonger dans la mer. Toutes les tentes étaient occupées, et devant chacune d'elles un groupe s'était formé. Les gens échangeaient des regards de défi. James se joignit au groupe, le moins dense, et attendit. Les rideaux de la tente s'écartèrent, et une jeune beauté, sommairement vêtue, sortit en ajustant son bonnet de bain avec la nonchalance de quelqu'un qui a la matinée à perdre. Elle sautilla jusqu'au bord de l'eau et s'assit, rêveuse sur le sable. « Rien à faire, se dit James, qui changea de groupe. Au bout de 5 minutes, l'entrée de la seconde tente se souleva, lentement, et livra passage à 4 enfants suivis de leurs parents. La tente était si petite qu'on avait l'impression d'assister à un tour de magie. À ce moment, 2 jeunes femmes bondirent et agrippèrent chacune un des pans du rideau. « Excusez-moi, dit la première, le souffle court. « Pardon, dit la seconde, l'œil sévère. « Je suis arrivée 10 minutes avant vous au moins, déclara la première. « Et moi, j'attends depuis un bon quart d'heure, riposta la seconde. « Allons, allons, s'interposa le vieux marin en s'approchant. Les 2 jeunes femmes se mirent à parler en même temps, d'une voix aiguë. Quand elles s'arrêtèrent, il pointa son pouce vers la seconde. « C'est votre tour. » Puis s'éloigna, sourd aux récriminations. Il ignorait qui était arrivé en premier lieu, et s'en moquait éperdument, mais son arbitrage était sans appel. James, désespéré, lui saisit le bras. « Une seconde. Vous voulez ? Dans combien de temps y aura-t-il une tente libre ?» Le vieux marin promena un regard morne sur les files d'attente. « 1 heure, 1 heure et demie, je ne peux pas vous dire. » À cet instant, James aperçut Grace et les Sopwith qui entraient dans l'eau. « Cré bon sang !» Il secoua le bras du vieux. « Ne puis-je avoir une tente quelque part ailleurs ? Ces cabines là-bas, elles sont vides, toutes. »« Possible, » répondit l'ancien marin très digne. « Mais elles sont privées aussi. » Il s'éloigna, méprisant. Amèrement conscient d'avoir été joué, James s'écarta de la foule et s'éloigna le long de la plage furieux. C'était le comble, vraiment le comble. En passant devant la rangée des cabines, il leur lança un regard meurtrier. Indépendant libéral, il se sentait devenir socialiste et rouge. Pourquoi les riches avaient-ils des cabines et pouvaient-ils se baigner à toute heure sans être contraints d'attendre mêlés à la foule? Notre société pourrie, pourrie jusqu'au cœur. De l'eau montaient les cris d'une femme éclaboussée, la voix de Grace, et, la dominant, le braillement stupide de Claude Sopwith. Que le diable les emporte, maugréa James en grinçant les dents. Exercice qu'il n'avait jamais pratiqué encore, mais dont on parlait souvent dans les romans. Il s'arrêta et tourna le dos à la mer. Avec une haine concentrée, il regarda. Nid d'Aigle, Buena Vista, Mont-Désir. C'était la coutume pour les habitants de Kimpton-on-Sea de baptiser leur cabine de bain de noms de fantaisie. Nid d'Aigle lui sembla idiot. Buena Vista dépassait ses connaissances linguistiques, mais il savait assez de français pour apprécier l'à propos du 3e nom, Mont-Désir. C'est vraiment le cas de le dire. Si les portes des autres cabines étaient soigneusement closes, celle de Mont-Désir était entrebâillée. Il regarda autour de lui. Ce coin de plage était fréquenté par des mères de famille nombreuses, attentives aux mouvements de leurs rejetons. Il n'était que 10 heures, trop tôt pour que se manifestât l'aristocratie de Canton-on-Sea. Il déjeune au lit, de cailles et de champignons servis par des valets poudrés. Peuh! Aucun d'entre eux ne se montrera avant midi. Un coup d'œil à la mer, avec une régularité remarquable, les cris de Grace montaient jusqu'à lui, suivis du « ha 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 » de Claude Sopwith. « Allons-y, dit-il entre les dents. » Il poussa la porte de Mont-Désir et entra. Un instant, la vue des objets accrochés aux parois l'effraya. Mais il se rassura vite. La cabine était séparée en 2. À droite, un chandail jaune féminin, un vieux panama et une paire de sandales de plage. À gauche, un vieux pantalon de flanelle grise, un pull vert et un surroi.
À chacun son domaine, James s'installa du côté messieurs et se déshabilla rapidement. 3 minutes plus tard, il était dans l'eau et faisait une démonstration natatoire de grand style, la tête immergée, les bras fouettant l'eau. « Oh, c'est vous !» s'exclama Grace. « Je craignais que vous ne mettiez des heures à être prêt dans cette foule. »« Vraiment !» Il eut une pensée affectueuse pour le petit livre jaune. L'homme fort sait être discret à l'occasion. Il avait retrouvé son égalité d'humeur. Ce fut d'un ton plaisant mais ferme qu'il écarta Claude Sopworth qui prétendait enseigner le crawl à Grace. « Non, non, mon vieux, vous n'y entendez rien, laissez-moi faire. » Et telle était son assurance que Claude s'écarta, piteux. Malheureusement, son triomphe fut de courte durée. La température des eaux anglaises n'incite pas les baigneurs à prolonger leurs ébats. Grace et les jeunes Sopworth, le nez bleu, claquant des dents, regagnèrent la terre ferme en courant. Rejeté à sa solitude, James reprit le chemin de mon désir. Il se frictionna vigoureusement. Satisfait. Il avait, c'était certain, fait preuve de personnalité, de dynamisme. Il passait sa chemise lorsqu'il s'immobilisa, glacé de terreur. Des jeunes filles parlaient avec animation de l'autre côté de la porte, et ce n'était ni Grace ni ses amis. Une seule explication. Les propriétaires de mon désir arrivaient. Complètement habillé, James eût pu dignement tenter d'expliquer sa présence, mais dans cette tenue, impossible. D'épais rideaux verts recouvraient pudiquement les fenêtres. Il se précipita vers la porte et s'agrippa à la poignée avec la force du désespoir. Une main tenta de la tourner de l'extérieur. « Eh bien, c'est fermé, » dit une jeune fille. « Je croyais que ce pug avait dit que c'était ouvert. »« Non, c'est Woggle. »« Que c'est bête. Il va falloir retourner pour chercher la clé. Ce Woggle est idiot. » Un bruit de pas qui s'éloignait, et James poussa un long soupir de soulagement. Puis, fébrilement, passa le reste de ses vêtements. 2 minutes plus tard, il déambulait sur la plage avec un air d'innocence agressive. Grace et les jeunes Sopworth le rejoignirent au bout d'un quart d'heure. Le reste de la matinée s'écoula de plaisante façon. On lança des pierres, on dessina sur le sable, on badina, puis Claude consulta sa montre. « L'heure du déjeuner, on ferait bien de rentrer. »« J'ai une faim de loup, » dit Alice Sopworth. Les autres jeunes filles se déclarèrent affamées, elles aussi. « Venez-vous, James » demanda Grace. Les nerfs du jeune homme étaient à vif. « Mes vêtements ne sont pas à votre goût, je crois. Puisque vous êtes si difficile, il vaut mieux sans doute que je m'abstienne. » Grace aurait dû protester gentiment, mais l'air de la mer l'avait énervé. « C'est bien quand vous voudrez, à cet après-midi. » Consterné, il regarda le petit groupe s'éloigner. « Ah, c'est comme ça. Franchement, elle exagère. » Mélancolique, il rentra en ville. Kimpton-on-Sea compte 2 restaurants. Ils étaient bondés, bruyants. L'histoire du matin recommença. Il dut attendre son tour et davantage même. Une mégère arrivée à la dernière minute lui vola la chaise dont il allait prendre possession. Pour finir, il parvint à s'installer à une petite table toute proche d'un groupe de 3 jeunes filles échevelées qui assassinaient en chœur un opéra italien. Heureusement pour lui, James n'était pas musicien. Les mains dans les poches, il entreprit d'étudier le menu sans enthousiasme. « Il n'y aura plus rien, sans doute, se dit-il. C'est bien ma veine. » Au fond de sa poche, ses doigts rencontrèrent un objet dur et rond. Un galet, sans doute. Une serveuse s'approcha, traînant les pieds. « Un carlet de pommes frites, s'il vous plaît. »« Il n'y en a plus, » répondit la serveuse, le regard fixé au plafond. « Un beefsteak ? »« Il n'y en a plus. »« Qu'est-ce qui reste alors ?» Outragée, la serveuse posa un index douteux sur le haricot de mouton. Résigné, James acquiesça et la jeune fille s'éloigna. Machinalement, il avait tiré de sa poche le galet. Il ouvrit les doigts et brusquement, toutes ses préoccupations passèrent au second plan. Ce n'était pas un humble caillou rond qu'il tenait dans le creux de la main, mais une énorme pierre verte, rutilante. Horrifié, il ne pouvait en détacher les yeux. Non, ce n'était pas une émeraude, mais du verre coloré, une émeraude de cette taille, impossible. Et soudain une phrase lue le matin lui revint en mémoire, la fameuse émeraude du Raja, de Maraputna, et grosse comme un œuf de pigeon. Se pourrait-il que... La serveuse revenait. Il referma les doigts d'un geste nerveux. Un frisson lui glaça l'échine. Était-ce l'émeraude?
Il entr'ouvrit les doigts, jeta un coup d'œil. Il n'était pas expert en pierres précieuses, mais cet éclat, ces feux, le doute n'était pas possible. Les deux coudes sur la table, il regardait, sans le voir, le haricot de mouton, se figeant dans le plat. Le mot « police » s'inscrivit en lettres de feu dans son esprit. Qui trouve un objet de valeur se doit d'aller le porter au commissariat de police. Lui avait-on appris dans son enfance? Oui, mais comment se trouvait-elle dans sa poche? On allait sans nul doute le lui demander. Comment répondrait-il? Il abaissa un regard désespéré sur ses jambes, et un étrange soupçon l'assaillit. Rien ne ressemble davantage à un vieux pantalon de flanelle grise qu'un autre vieux pantalon de flanelle grise. Instinctivement, il sentit que ce n'était pas le sien. Sa découverte l'étourdit un instant, et il se renversa sur le dossier de sa chaise. Dans sa hâte de quitter la cabine de bain, il s'était trompé de pantalon, tout simplement. Mais cela n'expliquait rien. Que faisait cette pierre, incomparable, d'une valeur énorme, dans cette poche? Étrange, évidemment. Il pourrait expliquer à la police. Une situation embarrassante. Il lui faudrait avouer qu'il était entré dans une cabine qui ne lui appartenait pas. Une faute vénielle qui le mettait pourtant en fâcheuse posture. « Vous voulez autre chose, peut-être » La serveuse regardait d'un œil soupçonneux le plat resté intact. Vivement, James en fit glisser une partie dans son assiette, régla l'addition et sortit à jeun. Il s'était arrêté indécis sur le trottoir lorsqu'un placard de l'autre côté de la rue attira son attention. Le journal du soir de Manchester annonçait en gros caractères « Disparition de l'émeraude du Raja ». Il sentait ses jambes se dérober sous lui. Puis il acheta le journal. Cambriolage sensationnel chez Lord Edward Campion. Vol de la fameuse émeraude. Perte terrible pour le Raja de Marabutna. La veille, Lord Campion avait reçu de nombreux amis. Désireux de montrer la pierre à l'une de ses invitées, le Raja était monté la chercher et avait constaté sa disparition. La police appelée n'avait relevé aucun indice utile. James laissa tomber la feuille. Comment l'émeraude avait-elle pu échouer dans la poche d'un vieux pantalon, accroché dans une cabine de bain, à la portée du premier venu? Et que dirait la police s'il allait lui conter son histoire? On n'en croirait rien, évidemment. Pouvait-il garder dans sa poche un bijou volé, qui eût suffi à payer la rançon d'un roi recherché par toutes les forces de police du district? Il fallait prendre une décision. Choisir, aller tout droit au commissariat et raconter son aventure. Cette première solution ne lui souriait pas. Ou se débarrasser de l'émeraude. Pourquoi ne pas en faire un paquet et la retourner au Raja? Il secoua la tête. Non, il avait lu beaucoup de romans policiers et voyait déjà les fins limiers du royaume penchés sur le colis et découvrant en moins d'une heure, au moyen de microscopes et autres appareils de précision, la profession de l'expéditeur, son âge, ses habitudes et la couleur de ses yeux. On le retrouverait très vite. Puis une idée lui vint. Admirable de simplicité. C'était l'heure du déjeuner, la plage était déserte. Il n'avait qu'à retourner à Montdésir et remettre le pantalon à sa place et reprendre le sien. Il se mit en route sans attendre. Mais sa conscience parlait, protestait. Cette émeraude devait être rendue à son propriétaire. Peut-être lorsqu'il aurait changé de vêtements, pourrait-il se livrer à un petit travail de détective. Ce fut dans cette intention qu'il aborda le vieux marin, inépuisable source de renseignements. « Excusez-moi, monsieur. Je crois qu'un de mes amis a une cabine de bain sur la plage. Monsieur Charles Lambton, n'est-ce pas? On désire. » Assis très droit sur sa chaise, la pipe aux dents, le vieux contemplait la mer. Il déplaça légèrement son brûle-gueule et répondit sans lever les yeux. « Mon désir est à Lord Edward Campion, comme tout le monde le sait. Je n'ai jamais entendu parler de monsieur Charles Lambton. Ça doit être un nouveau. »« Merci, » répondit James qui s'éloigna. L'information le stupéfiait. Le Raja n'avait tout de même pas glissé son émeraude dans cette poche pour l'y oublier ensuite. Non, mais le voleur se trouvait évidemment dans la maison. Il s'en tenait à son projet le plus simple. Comme il l'avait prévu, la plage était déserte et la porte de la cabine était entrebâillée. Il ne perdit pas une seconde. Il venait à peine de décrocher son pantalon qu'une voix, dans son dos, le fit se retourner brusquement. « Je vous y prends, mon garçon. » Un homme s'encadrait sur le seuil, bien habillé. Il avait environ 40 ans, le visage dur. James le fixa bouche bée. « Je vous y prends, » répéta l'autre. « Qui êtes-vous »
Inspecteur Mary Lees, du Yard, répondit sèchement l'autre. Alors, cette émeraude. L'émeraude? Répéta James, cherchant à gagner du temps. Vous me comprenez fort bien. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Mais si, mon garçon. Tout cela est une erreur, je puis vous expliquer facilement. Une expression de lassitude passa sur le visage de l'autre. Ils disent tous cela, vous l'avez trouvé sur la plage en vous promenant, n'est-ce pas? C'était à peu près cela, mais James ne voulait pas s'avouer vaincu. Qui me dit que vous êtes vraiment un officier de police? Dit-il sans grande assurance. Mary Lees retourna le revers de sa veste, exhiba un insigne que James contempla les yeux ronds. Vous voyez que vous êtes fait, mon ami. J'ai comme une idée que vous êtes novice, c'est votre première affaire. Le ton était presque cordial. James acquiesça d'un signe de tête. Je m'en doutais, dit l'autre. Alors, mon garçon, êtes-vous prêt à me donner cette émeraude ou dois-je vous fouiller? Le jeune homme trouva l'usage de la parole. Je ne l'ai pas sur moi, déclara-t-il. Il réfléchissait très vite. Vous l'avez laissé dans votre chambre? Demanda Mary Lees. James fit un signe de la tête. Parfait. Allons chez vous. Il glissa son bras sous celui de James. Inutile de chercher à me fausser compagnie. Nous allons nous rendre chez vous et vous me donnerez l'émeraude. Si je vous la donne, me laisserez-vous partir? Demanda James d'une voix tremblante. Mary Lees parut embarrassée. Nous savons de quelle façon le vol a eu lieu. Nous n'ignorons pas le rôle joué par une certaine dame. Bref, le Raja ne tient pas à ce que l'on ébruite l'affaire. Vous connaissez les coutumes de la police locale. James, qui en ignorait tout, hocha la tête avec un air de profonde compréhension. Cela sera parfaitement irrégulier, mais vous ne serez pas inquiétés. Ils avaient remonté l'esplanade et entré en ville. James montrait le chemin, mais son compagnon ne desserrait pas son étreinte. Soudain, il hésita. Mary Lees lui lança un regard amusé. Il passait devant le commissariat de police et le détective avait remarqué le coup d'œil angoissé de son prisonnier. « Je vous donne votre chance. » C'est à ce moment que les choses changèrent brusquement d'aspect. James s'accrocha au bras de son compagnon et se mit à crier de toute la force de ses poumons. « À l'aide! Aux voleurs! Aux voleurs !» On se précipita. On les entoura. Mary Lees se débattait et tentait de se libérer de l'étreinte de James. « J'accuse cet homme, cria James. Il a fouillé mes poches. Qu'est-ce qui vous prend, abruti? S'exclama l'autre. Un agent s'approcha. On emmena les deux hommes au poste. Cet homme vient de me voler, déclara James, très ému. Il a glissé mon portefeuille dans sa poche droite. Cet individu est fou, grommela l'autre. Regardez donc vous-même, inspecteur. Vous verrez bien qu'il ment. Sur un signe de l'inspecteur, l'agent glissa une main dans la poche de Mary Lees et en sortit un objet qu'il contempla avec une exclamation de stupeur. « Crénon !» s'écria-t-il, oubliant la dignité de ses fonctions. « Mais c'est l'émeraude du Raja !» Mary Lees paraissait encore plus incrédule que les autres. « C'est monstrueux, cet homme a dû glisser cet objet dans ma poche, pendant que nous parlions. C'est un coup monté. » L'assurance de Mary Lees impressionnait l'inspecteur, qui jeta un regard soupçonneux à James. Il murmura quelques mots à l'agent, qui sortit aussitôt. « À présent, messieurs, si vous voulez bien déposer l'un après l'autre. »« Parfaitement, dit James empressé. Je me promenais sur la plage quand cet individu m'a abordé. Il y avait entre nous, prétendait-il, des liens de parenté. Je ne me souvenais pas l'avoir jamais vu, mais ma politesse naturelle m'interdit de le lui dire. Nous avons fait un bout de chemin ensemble. Son attitude m'avait causé quelques soupçons. Et comme nous passions devant le poste de police, j'ai senti sa main glisser dans ma poche. Je l'ai retenue et j'ai appelé à l'aide. L'inspecteur se tourna vers Mary Lees. « À vous, monsieur. » L'autre parut légèrement embarrassé. « Cette histoire est presque exacte, dit-il doucement, à ceci près que c'est lui qui m'a abordé prétendant me connaître. Sans doute cherchait-il à se défaire de l'émeraude qu'il a glissée dans ma poche pendant que nous parlions. » L'inspecteur posa sa plume. « C'est bien, dit-il sans se compromettre. J'attends quelqu'un qui nous aidera à faire le jour sur cette affaire. » Mary Lees fronça les sourcils. « Je ne puis réellement pas attendre, murmura-t-il en consultant sa montre. J'ai un rendez-vous. Vous n'allez tout de même pas admettre l'idée, ridicule, inspecteur, que j'ai pu voler cette émeraude et la promener sur moi. Cela semble peu vraisemblable, je le reconnais, admit l'inspecteur. Mais je vous demande quelques minutes et tout va s'éclaircir. Ah,
Voici sa seigneurie. » Un homme de haute taille, d'une quarantaine d'années, venait de pénétrer dans la pièce. Il portait un pantalon effrangé et un vieux chandail hors d'âge. « Que se passe-t-il, inspecteur? Vous avez retrouvé l'émeraude, paraît-il. C'est du beau travail. Quelles sont ces deux personnes ?» Son regard effleura James et se posa sur Mary-Lise qui perdit un peu de sa belle assurance. « Par exemple, Jones !» s'écria le nouveau venu. « Vous reconnaissez cet homme, Lord Edward ?» demanda l'inspecteur. « Et comment c'est mon valet de chambre? Depuis 1 mois déjà. Les policiers de Londres l'ont immédiatement soupçonné, mais la fouille de ses affaires n'a donné aucun résultat. Il avait l'émeraude dans la poche, dit l'inspecteur. C'est ce monsieur qui nous l'a signalé, ajouta-t-il en désignant James. La seconde d'après, Lord Edward le félicita. « Vous l'avez soupçonné à première vue ?»« Oui, répondit James, j'ai dû faire un peu de mise en scène pour l'amener au poste. »« C'est magnifique, absolument magnifique. Venez avec moi, nous déjeunerons ensemble, à moins que ce ne soit déjà chose faite. À cette heure-ci... » « Non, je n'ai pas encore déjeuné, répondit James, mais plus un mot. Le Rajah voudra absolument vous remercier de lui avoir rendu son émeraude. Cette histoire me stupéfie, je l'avoue. » Ils sortirent du poste côte à côte. « J'aimerais, dit James, vous raconter les faits tels qu'ils se sont passés en réalité. » Son récit plut beaucoup à sa seigneurie. « C'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Je comprends tout à présent. Jones a dû se précipiter vers la cabine de bain pour y cacher le bijou. Il savait que la police passerait la maison au crible. Personne ne penserait au vieux pantalon que je mets pour aller à la pêche et que je laisse suspendu un clou dans la cabine. Il a dû avoir chaud en ne retrouvant plus l'émeraude là où il croyait l'avoir mise. En vous voyant, il a compris. Mais vous, comment avez-vous deviné qu'il n'était pas détective? Un homme fort, se dit James, sait être discret à l'occasion. Il eut un léger sourire, tout en caressant du bout des doigts le petit insigne d'argent fixé sous le revers de son veston. Une étrange coïncidence avait voulu que Jones, lui aussi, eût été membre du super club cycliste de Merton Park. « James !» Il tourna la tête. Grace et les jeunes Sopwith le hélaient, d'un trottoir à l'autre. « Voulez-vous m'excuser un instant ?» demanda-t-il à Lord Edward. Il traversa vivement la rue. « Nous allons au cinéma, dit Grace. J'ai pensé que vous aimeriez nous accompagner. »« Je suis désolé, répondit-il, mais je vais déjeuner avec Lord Edward Campion. Oui, cet homme en face, si à l'aise dans ses vieilles frusques. Il tient à me présenter au Rajah de Maraputna. » Il salua poliment et rejoignit son compagnon.